Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Michel Amélie Favre qui nous a contacté il y a quelques temps sur LinkedIn. Bonjour Michel Amélie. Bonjour Michel Amélie. Bonjour Marc, bonjour Christophe, vous allez bien ? Très bien. Très bien, merci. Alors Michel Amélie, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Comme on le fait à chaque début de podcast, ce que l'on aime bien, c'est présenter nos intervenants aux personnes qui nous écoutent, de manière à ce qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Alors Michel Amélie, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Michel Amélie Favre. Je suis l'auteur du livre Les opportunités de l'inattendu, qui est paru en janvier 2021 aux éditions Duno. J'ai fondé le laboratoire d'idées et d'inspiration LOXO, qui propose une aide à la réflexion sous la forme de mentorat accessible à tous, c'est-à-dire auprès des professionnels et des particuliers, pour accompagner les transformations, les orientations et les changements. Je suis également artiste, mon travail portant actuellement sur le champ photographique comme ressource, en développant une approche conceptuelle. Et auparavant, j'ai fait mes armes et évolué dans le monde de l'entreprise en tant que salarié, notamment dans un secteur que nous connaissons très bien tous les trois, à savoir l'édition de logiciels. Alors, j'ai piloté des services marketing, communication chez différents éditeurs, notamment des startups, où il y avait tout à faire à partir d'une feuille blanche. J'ai toujours eu beaucoup d'autonomie dans le cadre de mes fonctions en tant que salarié. Et si on remonte encore dans le temps, je suis diplômée de Sciences Po Grenoble et de Grenoble École de Management, après une classe prépa Hippocagne. Bon, à l'époque, j'hésitais avec des études de philosophie et aujourd'hui, je la retrouve d'une autre manière. Et si on remonte encore un petit peu, mais bon, ça, je partage encore aujourd'hui, hein, je suis fière d'être aixoise et savoyarde comme Mathieu Ricard. Voilà, un grand monsieur que j'apprécie énormément et que j'admire beaucoup. Très bien. Alors dis-nous, tu as vécu une expérience très singulière. On n'en parle pas beaucoup, même si ça touche de plus en plus de personnes. Alors nous, évidemment, on connaît le burn-out. On a interviewé d'ailleurs des gens qui ont fait des burn-out aussi. Mais aujourd'hui, on va parler du burn-out. Marc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est justement ce fameux burn-out ? C'est un concept qui a été mis en lumière par un Américain, David Graeber, en 2013. En fait, il partait du travail qu'il avait fait autour de ce qu'on appelait les bullshit jobs. Voilà, c'est un sujet que l'on a traité d'ailleurs dans un article. Et donc, il voulait dénoncer les dangers des métiers inutiles. Et donc là-dessus, il a publié quelques articles sur ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out. Alors, on peut le définir comme étant un manque de sens, en fait, dans son travail quotidien. Le fait de faire des tâches répétitives et souvent absurdes et non stimulantes. Voilà, donc on est encore dans un cas différent de ce que l'on connaît dans le burn-out et le bore-out. Michel Amélie, peux-tu nous raconter un petit peu justement comment ça s'est manifesté chez toi, ce fameux burn-out ? Je travaillais dans un département fusion-acquisition sur des opérations de croissance externe et j'étais la N-2 du président d'un groupe français. À la base, c'est un poste que je convoitais. Je voulais prendre un petit peu plus de hauteur et de réflexion. Ça m'a pris 2 ans quand même pour préparer mon évolution dans l'entreprise. Et finalement, ça a été une erreur, je dirais fatale, je ne sais pas, mais je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'idéalisais beaucoup un poste qui allait s'avérer très décevant. Et comme je l'écris, j'ai misé sur le mauvais manager. C'est peut-être dur de parler comme ça. J'emploie parfois des termes un petit peu forts, mais c'est la réalité. En fait, c'était une façon aussi pour moi d'évoluer ce poste, de grandir, de progresser, et au final, ça m'a enterrée. Quelque part, alors j'ai beaucoup analysé la situation après, parce que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, vous comprenez bien, et notamment aussi par l'écriture, et puis dans le cadre d'un cheminement, on y reviendra, mais en me rapprochant du pouvoir, finalement, en arrivant à un poste qui était hautement stratégique, on m'empêchait de m'épanouir et de me déployer, on me coupait les ailes. On m'a même dit « vous serez une carpe ». J'étais bâillonnée, je ne pouvais plus parler et j'avais plus d'équipe à ce moment-là.
J'étais très, très active et j'ai toujours, encore une fois, été très autonome et très indépendante dans mon travail. Et là, très vite, à la prise de poste, j'étais pleine d'entrain et mon manager a freiné mes élans de développement, de collaboration, mes initiatives. Si bien que la perte de sens était à son paroxysme. J'arrivais plus à avancer. Dans mon livre, je prends l'exemple du tableau de Munch, le cri, les deux mains sur les joues et il crie, on voit la peur, la terreur en fait. Je pense qu'on peut parler de terreur et d'affolement. Finalement, ça, je l'ai vécu. Et j'en parle d'ailleurs, je l'écris. Seule à mon bureau, les mains entre ma tête, je criais intérieurement, mais sans qu'aucun cri ne sorte pour autant. Donc j'étais en souffrance et en détresse complète et avec l'impossibilité de me confier dans ma sphère professionnelle. À la fois parce que j'avais un poste qui était au plus près du président, j'allais dire, et ça ne se faisait pas finalement, ni même auprès des ressources humaines. Donc j'étais coincée et je voyais pas d'issue. J'arrivais pas à avancer, c'est-à-dire que j'arrivais au travail, mais j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus. Et pour autant, ce que je verbalisais était clair. Et je me revois encore à mon bureau, vraiment comme cette image sur ce tableau, les mains de part et d'autre de ma tête, et en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Je me vois pas finir comme ça, c'est pas possible. Mais vraiment. Donc je l'ai exprimé même intérieurement. C'était une révolte de l'âme, un éclair de conscience foudroyant. Parce qu'au même moment, quand j'ai vécu ce burn-out, j'attendais mon fils, j'étais enceinte. Et cette situation provoquait de nombreuses contractions. C'est-à-dire que physiquement, ça n'allait pas. C'est pas que ça se détériorait, mais il y avait un risque, il y avait un danger. J'ai donc décidé de marquer une pause avant mon accouchement et en prenant un congé parental. Et donc ça a été le début de mon cheminement personnel et en solitaire, j'allais dire. Et ça a été aussi le début de la chute, de tomber dans le chaos et dans l'invisibilité. J'ai appris un mois avant la date de reprise que mon poste avait été supprimé. J'ai donc été mise au banc. Et tout à coup, j'avais plus de statut, ni de projet professionnel, plus d'objectifs. Donc il y a une peur du vide qui s'installe et une peur du lendemain. Finalement, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne s'y attend pas. On est en pleine crise. Mais est-ce qu'il ne faut pas parfois être dans le noir profond pour voir la lumière et accepter de sortir des sentiers battus pour trouver sa voie? Ça a duré combien de temps tout ça? Avant ton congé parental? Ça a duré presque une année, quoi. Quand on prend un poste, je pense, on est plein de bonne volonté et on a envie de donner le meilleur de soi-même, on a envie d'évoluer, on a envie de… Moi, j'aime beaucoup les challenges, donc effectivement, j'étais pas avare de mes heures de travail. Enfin, je me souviens très bien que je partais très tard le soir, juste avant, en courant, d'ailleurs, juste avant que l'alarme se mette et se déclenche. Donc là-dessus, on donne tout et puis au final, on s'aperçoit qu'on est pieds et mains liés. Et en l'occurrence, ça c'est mon expérience, on me donnait des tâches qui n'étaient pas à la limite à la hauteur de ce que j'avais signé, quoi. On a envie de toujours bien faire et on a envie de… Déjà, le terme de dire je me donne à une boîte, c'est quand même fort, de dire je me donne à une entreprise, mais oui, tout à fait. parce qu'il y a un investissement qui est fort et il y a un engagement aussi derrière qui est fort et qu'on croit au projet de la société, à ses valeurs, on a envie d'évoluer au sein de la société et étant une personne très engagée, j'ai voulu poursuivre malgré un certain aveuglement, mais parce que je voulais pas voir, je me disais non mais allez, j'ai peut-être mal compris et puis finalement ok, et puis jusqu'au jour où j'y arrivais plus, quoi. En fait, j'arrivais plus. Impossible. Tu nous as dit, on m'a fait payer mon désir de liberté. Le fait de faire payer une certaine liberté, ça a été à un moment donné s'affranchir aussi du conformisme, du moule de l'entreprise. Il y a à la fois la perte de sens dans son travail, le burn-out, en même temps que quand on est une femme, l'arrivée d'un enfant. Et j'étais à un moment donné où finalement le sens prenait tout son sens, c'est ça. On cherche du sens, si bien que donner du sens, ça a été après mon leitmotiv. Quand je me suis fait la réflexion et j'ai pris ce recul, c'était de dire mais qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux te rendre utile? Parce que derrière ça, je pense, on parle des bullshit jobs, il y a l'utilité. J'avais tout donné en fait, tout investi dans l'entreprise et je m'apercevais
cette dissidence, hein, finalement, j'étais dissidente, je sortais du cadre, je sortais du rang en quelque sorte. Et puis ça se faisait pas quand on était cadre de prendre un congé parental. C'était pas tolérable, mais ça a été toléré. Et puis il y a la perte de sens et il y a la désillusion en fait, encore une fois. Ouais. Et quand on parle du burn-out, il y a la perte d'autonomie, la perte d'indépendance et de responsabilité. À partir du moment où on ne responsabilise pas les collaborateurs, vous savez, on parle beaucoup d'engagement collaborateur dans la qualité de vie au travail, hein, comment on engage les collaborateurs, etc. Si on leur ôte tout ça, les personnes qui sont très engagées, parfois ont vraiment beaucoup de mal. J'ai appris au même moment que j'avais un profil atypique et que les profils atypiques au potentiel dont je fais partie ont en eux cette quête de sens, ce besoin de sens, cette forte implication, cet engagement aussi qui est fort, peut-être probablement cette hypersensibilité, cette hyper, etc., qui fait qu'à un moment donné, c'est même pas une question de surréagir à la situation, mais c'est une question de tout mettre et de tout donner et au final de tomber parfois bas par des illusions. Et d'ailleurs, on vient de publier un article cette semaine, hein, Marc, ou la semaine dernière. Effectivement, les études tendent à démontrer que les hauts potentiels, notamment, font plus de burn-out, pour les raisons que tu viens d'expliquer. Hein. C'est marrant, je vais vous faire une petite anecdote, mais dans mon bureau, quand j'occupais ce poste, j'avais mis derrière ma porte, une reproduction, un tableau de Picasso qui s'appelle L'Oiseau. Et là, je voyais cet oiseau qui était sur sa branche, qui était prêt à prendre son envol. Et moi, je n'arrivais pas à m'envoler. Tu peux nous expliquer maintenant un petit peu les ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer pour surmonter ce traumatisme, ces chutes, etc. J'avais déjà connu un choc post-traumatique. Donc, j'en étais pas à mon premier essai, on va dire, mais j'avais été confrontée de près à la mort, notamment. Donc, ça a été extrêmement violent pour moi. Donc, il y a eu un temps d'acceptation, de deuil avant un rebond. Finalement, ça m'a peut-être aidé aussi à cheminer, c'est-à-dire en termes de, j'allais pas dire de ressources, mais pour un appui, en fait, pour l'après. Parce que j'allais dire que le cheminement, vous le savez aussi, hein, c'est un travail d'une vie. De surmonter, ça peut prendre du temps, bien sûr. Alors, j'ai pris le temps, à la fois parce qu'il m'a été imposé d'une certaine manière, parce que j'avais perdu mon poste. Donc, je me suis retrouvée à me dire, OK, et maintenant, et après, qu'est-ce que je fais? Et je l'ai accepté, ce temps. Parce que je pense que quand on est très impliqué dans son travail, qu'on est hyper engagé, on a du mal à accepter aussi les périodes de chômage. C'est dur de se dire, toujours pareil, hein, c'est le côté utilité, hein, et qu'est-ce que je vais faire, et je suis plus utile. Donc j'ai pris le temps de la réflexion aussi, hein, et de poser ce que je voulais, ce que je voulais plus, de l'introspection. Ça, c'est une étape fondamentale. Et surtout d'accepter enfin de devenir moi, ou de redevenir moi, finalement. Quand on dit on écoute son enfant intérieur, bon, entre nous, quand j'étais petite, je voulais être danseuse, ou artiste. Bon, danseuse, non, ça s'est pas fait. Artiste, oui, je le suis devenue aussi, mais comme quoi, voilà. Donc, et de vivre sa vraie vie, en fait, de la vraie vie. Alors, dans mon livre, je cite souvent plusieurs philosophes, parce que j'ai pris une posture philosophique pour l'écriture, mais à la limite, instinctivement. Ça n'a pas été volontaire. C'était parce que ça s'est fait comme ça et que je ne voyais pas comment je pouvais le faire autrement. Et je cite notamment un philosophe contemporain dont j'apprécie particulièrement la pensée, c'est François Julien. Et François Julien a écrit un essai qui s'appelle précisément De la vraie vie, que je recommande, entre autres. Mais c'est ça, finalement, c'est à quoi on accorde son quotidien et au final, comment on commence à exister vraiment, de exister, aller vers l'autre, sortir de soi. Donc, c'est s'autoriser aussi, quelque part, à être et à penser autrement, et à penser et à être différent, finalement. On parlait d'affranchissement tout à l'heure, hein, pour atteindre une liberté d'être soi et d'être à sa juste place. C'est ça aussi, hein. On parle de l'ikigai, on peut en reparler maintenant, c'est comment je m'aligne avec mes compétences et ce vers quoi je veux aller. Et là où finalement, je vais pleinement m'épanouir et je vais pouvoir aider l'autre aussi. Hein. Alors,
j'ai fait un bilan de compétences. Ça m'a partiellement aidée, j'allais dire. Ça m'a partiellement aidée parce que je pense que j'avais déjà pas mal cheminé sur qu'est-ce que je voulais plus, comment je fonctionnais, qui j'étais finalement, c'est ça. Hein. Et ça, c'était le temps aussi de pause que le congé parental m'avait apporté. Donc, sans le savoir finalement dans le congé parental, je préparais l'après. Puis, il y a eu le temps de se jeter à l'eau et de voler de ses propres ailes. C'est la peur qui nous paralyse, mais pour tout, à la limite. Hein. Donc, j'allais dire que les opportunités de l'inattendu sont là pour qui veut bien les voir. Hein. C'est aussi accepter les mains tendues, oser, voilà, avoir l'audace de tenter et de faire, et de se dire, bon, allez, j'y vais, et puis après tout, bon, ben, si je me plante ou si je me trompe, tant pis, au moins j'aurais essayé et je le fais. Donc, vas-y, go, allez, jette-toi à l'eau, et voilà. Parmi les ressources aussi, il y a, je crois, l'altruisme. On parle beaucoup de l'altruisme, hein. Bienveillance, altruisme, etc. Mais sans pour autant galvauder le terme, hein, c'est aussi de se dire que c'est une clé pour avancer, pour rebondir, pour se reconstruire. Encore une fois, pour exister, aller à la rencontre de l'autre. Alors, c'est Jacques Attali qui parle, je crois, d'altruisme intéressé, entre guillemets. Ce qui est bon pour moi est bon pour l'autre aussi, hein, finalement. L'altruisme va permettre de se décentrer en s'engageant pour quelque chose qui dépasse sa propre individualité. Et ça, c'est vrai que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté au travers d'un projet que j'ai monté avec une personne tétraplégique qui s'appelle Samuel Marie. Et donc, le projet s'appelle Ça me fait rouler. Mais comme je le décris, finalement, ça a été à la fois une évidence et une mission. C'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose, il fallait le faire. Je ne savais pas ce qu'il fallait, mais il fallait y aller. Et on y est allé. On est allé parce qu'à la limite, c'est comme ce que vous faites, vous, dans votre club. Ça dépasse vos propres individualités. Il y a une notion d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est là pour que ça serve utilement. On parlait de l'utilité tout à l'heure et c'est vraiment ça. En quoi je peux être utile parce que finalement, son projet de tour du monde et de partir à la rencontre d'eux, alors là, on est vraiment dans l'existence, hein, c'était pour. Enfin, je voyais pas comment on pouvait conserver ça uniquement comme un projet individuel qui aurait été auto-centré à partir du moment où on pouvait aller s'ouvrir aux autres, au monde, et collecter à la fois des innovations, des bonnes pratiques, des informations sur le handicap et comment ça pouvait améliorer les choses dans le quotidien en France. Voilà. Je pense que ça, c'est pour ça que je parle des rencontres, évidemment. Alors, la rencontre inattendue, on pourrait dire, j'adore le surréalisme et André Breton notamment, hein. La rencontre à la fois avec Samuel et puis la rencontre avec le monde du handicap, je pense que ça m'a énormément apporté, que ça m'a fait grandir et évoluer. Et c'est cette auto-transcendance aussi, quelque part, de se dire, on parlait d'engagement tout à l'heure, d'investissement, ça passe aussi par là. Et puis, comme autre ressource, il y a des ressources plus proches de tout à chacun, c'est la lecture. Hein. Je pense que, moi, je lis beaucoup. Il suffit d'une phrase, il suffit de certains concepts pour se dire, ok, d'accord, j'ai compris. Et de là, en rebond, finalement, ça va ouvrir vers d'autres voies, d'autres connaissances, d'autres cheminements. C'est ça aussi la sérendipité, hein, finalement. Hein. On est dans une quête, dans une action, et c'est cette trouvaille augmentée, hein, comme j'aime bien le définir. Et puis, il y a l'art, pour moi, personnellement, ça a été, en fait, en m'autorisant la possibilité de me lancer véritablement dans une activité artistique, et finalement de ne pas lutter contre ce que je voulais faire dès le départ, ça m'a sauvée. Quand on fait de la photo, on est pleinement dans l'instant présent. C'est quelque part ma méditation pleine conscience, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est à la fois à l'affût, on a l'œil du chasseur d'images, hein, et on est dans la contemplation, dans l'émerveillement. Donc, on développe sa capacité d'attention aussi. C'est vrai que parfois, quand je fais des photos, je suis tellement concentrée, c'est-à-dire plus rien n'existe autour, je suis dans la bulle, et j'en viens à me mettre en apnée. C'est une capacité aussi, du moins, c'est pas une capacité, c'est une faculté. La photographie, c'est un médium, c'est une ressource qui peut être intéressante pour qui veut être attentif et déployer cet émerveillement et développer cette capacité à contempler ce qui nous entoure. Je suis assez proche de la culture japonaise et
On parle des bains de forêt, ce que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Shinrin-yoku. Ça, bon, moi personnellement, ça vient peut-être de mes racines savoyardes, je ne sais pas, mais je suis très proche de la nature et mon premier endroit ressource, quand ça ne va pas, c'est la nature. J'ai besoin d'être au contact des arbres, de la forêt, et d'être en immersion. Le calme, le silence, ça c'est notamment le silence. C'est quelque chose qui parfois a été nouveau et soudain, notamment pour certaines personnes, dans le cadre du confinement et de cette pandémie. Pour autant, quand on le recherche, et notamment par la solitude, c'est ressourçant. Et donc, c'est une ressource. Ah ouais, il y a un joli nuage là. Ah, quelle belle lumière. Et oh, cet arbre, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà. Et moi, j'appelle ça les poésies de l'instant. Parce que c'est ça, finalement. On est... alors, j'aime beaucoup la poésie aussi, mais on est dans cette approche poétique de la vie. Hein. C'est Edgar Morin que j'apprécie énormément aussi, qui parle ainsi. Hein. Donc, c'est cette poésie de la vie. Comment je vais vivre poétiquement. Moi, je pense que c'est aussi s'accorder un peu de douceur dans le quotidien et c'est-à-dire prendre le temps à un moment donné, on est beaucoup sur nos écrans ou sur nos téléphones, à la limite moi la première, mais prends le temps de lever les yeux au ciel et de se déconnecter. Et ça change tout. Je crois qu'on est convaincus et on est d'accord. Moi, ce matin, j'ai fait ma grande marche aussi. Je me suis émerveillé devant les oiseaux, devant les arbres, etc. Moi aussi, c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, Michèle Amélie, quels sont tes prochains projets? Bon, il y en a plein. Ils sont multiples. Non, mais, je poursuis toujours mes activités de mentorat parce que ça, être au contact des projets et puis, j'allais dire, tout ce qui est recherche d'idées, de brainstorming, c'est quelque chose qui m'anime évidemment quotidiennement. Mais je travaille aussi sur mon prochain livre. Donc, il me demande beaucoup justement de recherche et de réflexion actuellement. Et je m'investis aussi toujours beaucoup dans le champ associatif, avec une consonance philosophique, voilà, sur la manière dont tout à chacun peut penser par soi-même et pour soi-même dans la cité. Et quel que soit l'âge, à la limite, avec des enfants, des adolescents et puis des adultes, quoi. Mais ne serait-ce que de se remettre en mouvement de réflexion et de pensée, surtout avec des échéances qui vont arriver prochainement et qui demandent notre plus grande vigilance et justement notre plus grande attention et notre plus grande réflexion. En fait, c'est une base et une ressource clé, finalement, l'attention. Et aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux, avec un nombre croissant aussi d'informations, d'applications, etc., on n'a plus la capacité d'être aussi attentif parce notre temps de cerveau disponible est focalisé sur ce zapping qui nous vole cette capacité quelque part d'attention. Et quand on parle d'essentiel, c'est comme ça que je le formulais finalement, qu'il y a des moments dans la vie où rien ne nous manque sauf l'essentiel. Dès lors, cet essentiel est absolument tout. Finalement, comment, et qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? Peut-être se poser, voilà, tout simplement. Prendre le temps, qu'on n'a plus beaucoup. Merci pour ce temps en tout cas. Bah, écoute, je crois que tu viens de nous donner une belle conclusion. Ouais. Non, mais je pense que c'est une belle conclusion. Michèle, Amélie, c'était passionnant. Passionnant, je pense que tout le monde va être... voilà, ça va intéresser beaucoup de gens. Un énorme merci. C'est moi qui vous remercie infiniment et vraiment, je tiens à vous féliciter pour votre engagement qui est à saluer, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, un des gros avantages, c'est que ça nous permet de faire de très belles rencontres. Voilà, comme aujourd'hui. On se donne rendez-vous autour d'une bonne table. Il va juste falloir être patient. Parce que la mine de rien, je crois qu'on a à peu près 18 ou 19 restos qui nous attendent. Oh là 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 là. C'est pas bon ça pour moi. À très vite et Marc, à très vite aussi, cher ami. Oui, merci beaucoup, Michèle Amélie. Salut Christophe et à bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.